tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec mon chéri Mathieu. Salut. Que vous connaissez déjà puisqu'on avait fait une vidéo sur le sport en couple que je vous remettrai par ici, regarde, juste là. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire un compte rendu de l'étape du tour que j'ai faite de A à Z avec mon chéri. C'est la première fois qu'on fait une course déjà cycliste ensemble. Mais surtout, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une course tout court ensemble. La dernière fois, c'était le Marvejols Mende. Ouais. Ensemble du début à la fin. Ouais, du début jusqu'à la fin. Donc c'était il y a très longtemps. Bon hier, on a fait la route jusqu'au Menhuire. Donc en fait, on passe le week-end entre Albertville et Val Thorens parce que Mathieu et moi, on participe à l'étape du Tour version amateur. Je participe pas au Tour de France, faut pas déconner non plus. Aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette étape du Tour. C'était la première fois que je participais à une étape du Tour. Déjà, on va vous expliquer ce que c'est une étape du Tour. Comme son nom l'indique, c'est une étape du Tour de France, mais que l'on fait en amateur. Donc on ne le fait pas en même temps que les professionnels. On l'a fait une semaine avant que les professionnels fassent cette étape du Tour, mais c'est exactement comme une étape du Tour. C'est le même parcours, le même dénivelé. Contrairement au Tour de France, qui est une épreuve uniquement masculine, l'étape du Tour est ouverte aux femmes aussi, et c'est très important de le préciser puisque vous avez été nombreuses à me poser des questions à ce sujet. D'ailleurs, la foire aux questions donnera lieu à une autre vidéo. Aujourd'hui, on va juste vous faire notre petit compte rendu, mais je pense que déjà on va répondre à quelques questions que vous m'avez posées aussi. Tout d'abord, l'inscription. Il faut savoir que l'étape du Tour de France, c'est une épreuve qui est très demandée. Je crois que les inscriptions étaient closes en 24 heures, même pas. C'est 24-48 heures. On appelle ça des cyclosportives, ce genre d'épreuve amateur. C'est la plus, on va dire, c'est la plus populaire au monde, tout simplement. Hein. Oui, il y a des gens qui viennent de Colombie, du Japon, des États-Unis pour participer à cette épreuve. Parce que comme vous le savez, le Tour de France globalement est, je crois, l'événement sportif le plus regardé au monde. Donc l'étape du Tour qui s'inspire du Tour de France, forcément, c'est proportionnellement aussi populaire. Mais il y a les femmes aussi, voilà, je crois que c'est important de préciser. Donc nous, on s'est inscrit, on va dire, relativement rapidement. Je me souviens plus du tout du prix du dossard, mais sachez que c'est quand même assez élevé. Il me semble que c'est bon, vous avez plusieurs tarifs en fonction de votre horaire d'inscription. Donc plus vous êtes inscrit tôt, moins ça sera cher. Mais je crois qu'en dernier tarif... De toute façon, ça part en 24 heures. Oui, en 24 heures. Donc voilà, je crois que c'est jusqu'à 200. C'était 200 €. Ouais, peut-être pas. Mais bon, il faut savoir que c'est plus cher globalement qu'un marathon. Oui, c'est plus cher. Parce que voilà, à vélo, il faut savoir que sur l'étape du Tour, toutes les routes sont bloquées. Contrairement à d'autres cyclosportives. Voilà, contrairement même à certains triathlons où les routes sont semi-bloquées. Ouais, là tout est fermé et vous avez des ravitaillements assez régulièrement. Vraiment, l'organisation est comme sur un Tour de France avec tout est bloqué. Les ravitaux, la sécurité. Oui, la sécurité, les routes fermées. Et une assistance aussi. Une assistance mécanique. Oui, voilà, donc c'est franchement, c'est une organisation au top. Nous, on avait déjà participé à une cyclosportive organisée par ASO, puisque ASO, c'est les organisateurs du Tour de France, de l'étape du Tour, mais aussi du Marathon de Paris, par exemple. Et on avait fait Explore Corsica. Je vous remets la vidéo compte rendu vlog par ici, et c'était aussi organisé par ASO et c'était déjà génial. C'est une organisation au top, on se sentait vraiment en sécurité, c'est très très appréciable. Donc on va venir enfin à ce compte rendu. Tout d'abord on va vous parler un peu avant de ça du retrait des dossards, rapido hein. Ça y est, on va retirer nos dossards et Mathieu, tu as ça y est, dossard récupéré. Donc en fait, il faut savoir que l'épreuve cette année était assez compliquée en termes d'organisation puisque le départ était assez loin de l'arrivée. C'est rarement, il y a des étapes du Tour qui font une boucle, mais c'est assez rare. Mais les étapes de montagne, ça ne fait pas de boucle globalement. Ouais, rare. Donc là, pour le coup, le départ était assez éloigné de l'arrivée, ça demandait beaucoup d'organisation puisque le départ était à Albertville et l'arrivée était à Val Thorens, qui est donc à plus de 60 km d'Albertville. C'est une heure de route, en voiture et 60-65 km de Val Thorens à Albertville. Donc en termes d'organisation, c'était assez compliqué. Le village pour retirer ses dossards était à Albertville. Franchement, moi j'ai kiffé le village. Il y avait plein, c'était la première fois donc, que j'ai vu autant de stands de vélo, autant de marques de vélo, autant de marques de tenues de vélo, de nutrition. Donc c'était assez cool de plonger dans cette ambiance-là. Après, retrait des dossards, c'était pas mal. On a eu des chaussettes, on a eu une petite sacoche en fait pour mettre nos déchets, mais aussi stocker nos ravitaux. Cette petite pochette
séchette là, c'est pour mettre les déchets. Après, bon, normalement, tu es censé garder tes déchets dans ton jersey. Très pratique comme petite sacoche, d'autant plus que y avait 2 règles très importantes sur cette cyclosportive. C'était de respecter son sas de départ et surtout de ne pas jeter de déchets. Parce que je crois que l'année dernière et l'année d'avant, ça a été assez épinglé le fait que les cyclistes jetaient beaucoup de déchets sur les routes. Et clairement, quand on fait une cyclosportive en montagne, donc dans des lieux très préservés, ça fout mal. Ça la fout mal, quoi. Et après, on a eu des petits bonbons, enfin des petits trucs sympathiques, mais enfin rien de... Enfin tout était... C'était correct, c'était cool. Les chaussettes c'est cool, ouais, les chaussettes Rafa quand même. C'est des chaussettes Rafa, ouais. Pas des chaussettes toutes pourries et moi ce que j'adore sur le village de l'étape du Tour c'est la zone où il y a l'écran géant aussi pour voir le tour parce que dans la journée il y a une étape du Tour. Là c'était je crois qu'ils attaquaient les Pyrénées. Oui, c'était dans le Tourmalet. Du coup je sais plus si c'était le Tourmalet mais en tout cas voilà il y a toujours une super ambiance quand l'étape touche à sa fin. Et surtout c'est bien de rencontrer d'autres passionnés puisque c'est vrai que des fois en vélo on est un peu isolé dans sa pratique, si on est un peu tout seul. Moi je pratique pas en club, je roule de temps en temps avec des copines mais globalement je roule toute seule. Donc là c'était bien de rencontrer d'autres personnes, d'autres passionnés. Après nous ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé de déposer nos vélos. Donc il y avait un parking à vélo la veille. On a décidé de laisser nos vélos un peu comme au triathlon, il y avait un parc à vélo donc on l'a déposé. Parce que comme ça le lendemain vu qu'on était à plusieurs à descendre avec une voiture, ça nous évitait de transporter nos vélos la veille. On a juste transporté finalement la pompe et nos affaires le lendemain. Parce que c'est toute une organisation puisqu'il faut venir avec les chaussures, les pédales. Mais il faut savoir que vous pouvez faire une consigne et la consigne elle était apportée à Val Thorens. Après nous on s'est logé au Ménuire, donc c'était à 10 km de Val Thorens en amont. Vers l'arrivée. Vraiment vers l'arrivée. Alors déjà on s'est pris assez tard, il y avait quasiment plus de logements. Il n'y avait plus de logements à Albertville. Ça c'est un point, c'est vraiment à savoir aussi, parce que moi c'est la 3e fois que je fais l'étape du Tour et à chaque fois c'est pareil, on est souvent en montagne, dans les stations, il y a assez peu de logements finalement, parce qu'on est 15 000 à arriver, ça part très vite et souvent c'est un peu la galère quand on s'y prend un peu tard. Pensez-y si vous voulez participer à l'étape du Tour l'année prochaine, prenez les dossards le jour de l'ouverture et surtout prenez les hôtels le jour où vous êtes inscrit, comme ça c'est fait, vous n'avez plus à vous en préoccuper pendant quasiment 8 mois puisque les inscriptions ouvrent je crois en octobre. On passe au jour J. Après avoir bien mangé la veille dans notre petit chalet avec vue sur la montagne. Hello, il est 5 h. Ça y est, on retire. On va à Albertville aller récupérer nos vélos. La meuf n'est pas du tout réveillée. Je vais faire du vélo aujourd'hui. Voilà. Moi, il faut savoir que j'avais choisi un sas. Donc, quand vous vous inscrivez, vous choisissez un sas de départ en fonction du temps que vous allez mettre pour faire cette épreuve. On choisit pas un sas de départ. Il y a 2-3 questions qui nous demandent un peu quel est notre niveau, qu'est-ce qu'on envisage de faire, si on a performance, déjà fait une pas performance, etc. Ça, voilà. Et un temps estimé. Alors déjà, c'est assez compliqué d'estimer son temps sur surtout une en telle montagne. épreuve. En fonction de ça, en fait, on est attribué un sas. Voilà, essayez de pas trop vous surestimer ni trop vous sous-estimer parce qu'il faut savoir du coup que entre le premier sas part à 7h00, si je dis pas de bêtises. Et le dernier sas à 8h30. Et le dernier qui part à quasiment 9h. Voilà, il y a quand même 2 heures de différence. Il y a 1h30 de différence, donc voilà, faut juste l'avoir en tête. Sachant que c'est quand même dangereux de partir dans un sas trop rapide. Il faut vraiment partir dans un sas plutôt adapté parce que sinon vous allez gêner, vraiment gêner clairement les autres. Parce qu'on parle de personnes qui roulent à 5 ou 10 km/h plus rapidement que vous dans l'école. Et des fois c'est quand même mieux de pouvoir rouler dans les descentes. Et donc c'est quand même mieux en vélo de pouvoir rouler en peloton des fois. Avec des personnes qui roulent à la même vitesse que vous et qui ont le même niveau que vous. Que de devoir être en sur-régime. Donc moi j'étais dans le sas 12 qui partait à 8h30. Mathieu était dans le sas 5 en fonction de ses performances de l'année dernière. Donc il faut savoir aussi que vous êtes classé en fonction de vos performances de l'année dernière. Et vous pouvez bénéficier de meilleurs sas en fonction de ça, mais il est venu dans mon sas. Après il faut savoir que c'est interdit de changer de sas sauf si vous voulez voilà, c'est interdit de monter de sas sauf si vous voulez aller dans plus lent. Vous pouvez être dans le 2 et aller dans le dernier. Voilà, vous pouvez aller dans le 2 et aller dans le dernier. Par contre il y a beaucoup de personnes dans les derniers sas qui ont un peu triché. Moi j'en ai vu dans notre sas qui était en sas 13, 15 qui sont partis dans les sas 12. C'est pas grave, hein, mais respectez les sas. Après, en termes d'expérience, le départ, il a été très pratique. Nous, on a pu se garer très facilement, pas très loin du départ. On a pu récupérer notre vélo, gonfler les roues, passer par la case toilette et redéposer nos affaires, prendre nos vélos nos chaussures de vélo et intégrer nos sas, sachant que, comme pour tous les sas, vous avez l'ouverture d'un sas ouvre à un certain horaire et ensuite
ferme parce qu'après vous devez avancer vers la ligne de départ, donc c'est très important de respecter ces horaires et aussi de se tenir au courant de ces horaires parce qu'il y avait des horaires d'entrée de sas, de fermeture de sas et aussi des horaires de départ. La ligne de départ c'était magique, déjà il y avait une musique en mode warrior, là tu t'es dit mon dieu dans quoi je me suis lancée, il y avait des banderoles, franchement quand j'y suis allée j'étais trop émue, là je me suis dit putain ça y est en fait, juste ça c'était le kiff. Moi j'ai toujours un peu peur quand on est en groupe de me casser la gueule, mais au final je me suis bien, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis, pas eu de problème, parce que je crois que quand on fait du vélo en groupe on a toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui fasse une connerie ou quoi, mais vu que les deux voies étaient fermées dans les deux sens, en fait les routes étaient très larges et globalement en très bon état, sauf un peu dans Albertville où c'était un peu mais il y avait déjà des gens pour nous encourager et par contre il faut savoir que le départ a été donné donc à 8h30, je crois qu'on est même parti un peu avant 8h30, il faisait déjà super chaud, donc ça c'est un truc à retenir, à 8h30 il faisait déjà super chaud, on n'a pas eu de chance, c'était pendant l'épisode caniculaire, mais là on a direct attaqué, donc je te laisse détailler l'épreuve. Fais-nous un petit détail de l'épreuve puisque c'était... Le profil. Ouais, le profil, donc c'était 135 km et 4600 mètres de dénivelé, alors c'est très important de se focaliser sur ces 4600 mètres de dénivelé parce que 135 km pour des personnes qui font des half Ironman ou des Ironman ça peut paraître pas beaucoup, ou même qui roulent, ou même des gens qui roulent qui ont déjà fait des 100 bornes, ça paraît pas énorme, ça paraît pas énorme, souvent on se dit 35 km c'est rien, je fais dans la tête que il y a 4600 mètres de D+. Donc c'est vraiment le D+, à prendre en compte. Donc 135 km ça paraît assez court, c'est relativement court hein, d'ailleurs pour une étape du Tour de France. Ouais normalement c'est 160. Ils sont généralement plus au-dessus des 150. Du coup de Albertville à Val Thorens avec 3 difficultés majeures. Premier le col du Cormet de Roseland, pied du col à 20 km et le haut du col, le sommet du col du Cormet de Roseland à 41 km, donc 21 km d'ascension, ça fait un bon petit col. Ouais, c'était quoi sa catégorie? Catégorie 1, donc c'est l'avant-dernière catégorie la plus dure sur l'échelle des... Sachant que moi je l'ai trouvé plus facile que le Mont Ventoux. Ouais, c'est un pourcentage, c'est assez régulier. C'est assez régulier. Il n'y a pas trop de portions à 10%, 9%. Non, il n'y a pas de portions très pentues. Ensuite, assez longue descente, mais peu technique jusqu'à la vallée, donc à Bourg-Saint-Maurice, je crois. Bourg-Saint-Maurice. Et avant de rattaquer la côte de l'Anchois, qui se passe à 80 km. Donc à 80 km, on a passé la côte de l'Anchois, la deuxième difficulté. Ouais, sachant que c'était pas une grosse difficulté parce qu'elle était vraiment courte. Ouais, c'est assez court. Ce qui était relou, c'était qu'en fait, une fois que tu avais passé la côte, ça continuait à monter et ça continue un petit peu. Ouais, ça, tu t'y attendais pas en fait. Descente technique. Descente et longue. Assez technique. Et avant d'arriver, du coup, à Moutier. Moutier, le dernier point, on va dire en bas de la vallée. À 101 km. Ouais, sachant que c'était assez roulant. Très roulant, ouais, c'était très roulant. Il y a une portion qui était roulante, je crois, de 5-10 km. Puis une fois que tu as passé Moutier... Et là, il faisait très chaud. On reviendra on a fait un long ravito à Moutier. Et à Moutier, 101 km, c'est le pied du dernier col de la montée vers Val Thorens. Donc 33 km. 33 km de montée. Avec des passages difficiles. Avec quelques passages durs, des passages beaucoup moins durs aussi. C'est assez irrégulier. C'est assez irrégulier, ouais. Après, il est pas hors catégorie. Il est hors catégorie. Si, il est hors catégorie. Je pense qu'il est hors catégorie parce que c'est très long. Mais après, il est pas hors catégorie parce que le dénivelé, il pique. Parce que 33 km, c'est long. C'est énorme. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Déjà, un col qui fait plus de 20, c'est long. Ouais. Alors là, 33... Donc on va détailler notre course. Globalement, moi je me suis chiée dans les descentes. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit sur Instagram, j'ai très peur dans les descentes. Mais moi j'ai kiffé, genre vraiment c'est une catastrophe. Mais je l'avais dit à Mathieu que voilà, je ferais comme je pouvais. J'ai encore mal aux doigts. Ouais voilà. Honnêtement, moi j'ai adoré ma course parce qu'il y avait plein de monde autour de nous. Il y avait tout le temps du monde autour de nous. Alors je sais que des fois il y a des gens qui disent ouais ça t'a gêné ou pas du tout. Non. Les cyclistes se respectent vachement. S'annonce toujours en disant je vais passer à ta gauche ou je vais passer à ta droite. Globalement quand on double on passe souvent à gauche. Moi le seul truc qui m'a gêné globalement sur la course c'était les ravitaillements, c'était la foire d'empoigne. Il y avait trop de monde. Je pense que les ravitaillements n'étaient pas assez étalés.
et les gens se précipitaient sur les premières tentes. Donc il faut imaginer que les gens ils sont pas tout seuls, ils sont avec leur vélo et des fois c'était très difficile de passer avec nos propres vélos pour aller poser nos vélos. C'est vrai qu'on perd finalement on perd beaucoup de temps à pouvoir se garer, poser le vélo, à aller, et aller manger. Il faut savoir qu'on est 15 000 en tout cas inscrits. Après je trouve que heureusement qu'il y a les SAT parce que globalement en fait nous on a roulé toujours un peu avec les mêmes groupes de personnes avec des dossards qui étaient entre 10 000 et 13 000. Donc on était toujours un peu avec les mêmes personnes et on était toujours un peu à la même vitesse. En gros on roule à peu près avec 1000 personnes en flux. En flux continu, mais globalement sur la route ça ne gêne pas. Le seul moment où on a un peu gêné c'était sur les premiers ravitaillements. Après plus on allait vers la fin, plus forcément ça écrémait et ça s'étirait plus. Mais honnêtement moi le premier col ça a été mon favori parce que c'était le plus beau. Effectivement l'arrivée sur le lac c'était vraiment canon. Après moi ce qui m'a fait peur dès le début c'était la chaleur. Parce qu'on a eu très chaud et je me suis dit heureusement qu'ils ont prévu des ravitaillements que ça soit en haut comme en bas d'école parce que je crois qu'au début à la base c'était que en bas d'école qu'ils devaient avoir et pas en haut. C'est souvent les deux en bas en haut. Ça paraît beaucoup comme ça, parce que si on pense à quand on s'entraîne sans borne, où on boit 2-3 bidons et tout, mais là il faisait vraiment chaud. À chaque faut savoir que c'est un effort intense dans les cols. Ouais, et ça c'est important de le préciser, je pense pour les personnes qui font pas de col de montagne, qui se disent tiens j'ai envie de faire l'étape du Tour, qui se disent bah globalement je roule je sais pas à 25 km/h de moyenne, alors juste en fait en col de montagne c'est totalement différent. Moi oui je roule, la plupart de mes sorties sont en 25 km/h de moyenne. Dans les cols de montagne je suis dans les cols qui sont faciles on va dire, je suis à 11-12 km/h et dans les cols difficiles je suis à 7, 8 voire 9 km/h. Donc par exemple pour une montée de col il faut au moins 2 heures faire 20 km. C'est par exemple ce qu'on a fait sur mon Ventoux. Il faut compter en moyenne hein, si vous voulez estimer un peu votre temps d'étape ou en tout cas de col. Partez en fonction de votre niveau mais sur 10 km/h. Dans le col Voilà. Ouais, parce que d'une part c'est les montées à gérer votre effort mais aussi gérer votre dette en oxygène. Et ça je pense que quand on vient de la ville ou dans des régions où il n'y a pas trop de montagne, on se rend pas compte que en montagne, plus on monte, moins il y a d'oxygène. Donc plus on perd en performance. Et quand on perd en performance, c'est pas genre juste je galère à respirer, hein, c'est entre 10 et 30% de perte en fait de performance. Donc c'est comme si vous étiez déshydraté, enfin vous avez même mal à la tête, vous pouvez subir des malaises. Ça va accentuer votre état de fatigue. Ça accentue, et même dans le Tour de France, ils le disent que c'est très difficile pour les coureurs parce que voilà, ils sont en manque d'oxygène. Combiné à ça le fait qu'il faisait très chaud, vous avez une épreuve qui se complique énormément en plus de base du dénivelé et des kilomètres. Honnêtement dans le premier col on l'a pas trop senti. Moi je me suis bien mouillé la tête. Moi au début je pensais pas qu'on allait s'arrêter à chaque ravitaillement. Je te disais non, ceux qui sont en haut des cols on s'arrête pas. Et au final on s'est arrêté à tous parce qu'il faisait très chaud et que il valait mieux s'arrêter que de se retrouver finalement paumé dans la cambrousse avec que nos ravitaillements et plus d'eau dans les bidons. Après honnêtement moi dès le début je me suis tout de suite référée aux horaires, aux barrières horaires, puisque comme toutes les courses c'est une course chronométrée avec des barrières horaires et ça c'est très important de le savoir. Au Tour de France aussi ils ont des barrières horaires et au trail il y a des barrières horaires et donc à chaque fois j'avais peur en fait d'être hors délai, de pas respecter les barrières horaires. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment géré notre effort mais aussi géré notre temps. Donc même si on allait faire chaque ravitaillement on ne traînait pas au ravitaillement, on n'était pas là pour prendre un café et discuter avec tout le monde, même si bon j'ai discuté avec des bénévoles, on a quand même pris notre temps, on a quand même profité, mais on était vraiment dans une course et dans une gestion de course, on n'était pas dans une cyclo-touriste, hein, on était dans une cyclo-sportive. Et ça c'est hyper important de le préciser que quand vous inscrivez à une étape du Tour, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des barrières horaires à respecter. La première descente ça a été... Petit blocage psychologique. Ouais j'ai un gros... On travaille. Voilà on travaille. Hein. Après voilà moi en fait quand je me suis inscrite à cette étape du Tour, je me suis dit l'avantage de cette étape du Tour c'est qu'il y avait plus de montées que de descentes, hein, puisqu'il y a sur 135 km il y a... 30-20-10 quasiment. Donc il y avait grosso modo 60 km de montée. 40 km de descente. Et après c'était quasiment que du faux plat. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de descente au final. Donc les gens que j'ai doublés dans les montées, parce que quand même tu peux le dire. Non franchement le premier col Cormet de Roseland et la côte de l'Anchois, super bien passé. J'ai doublé déjà. Un bon rythme. On doublait beaucoup plus que ce qu'on se faisait doubler. Ça, c'est une certitude. Il y avait un bon petit rythme. Si moi, personnellement, je m'en fiche de doubler des gens. Non, mais t'étais dans ta course, t'étais dans ton rythme, mais on était vraiment bien. Bon, forcément, on perdait du temps dans les descentes.
pas mal de temps, pas mal de place. Ouais, mais après, les gens qui me doublaient dans les centres, souvent je les retrouvais au ravitaillement et on les rattrapait. Ouais. Donc moi, c'est ça qui me rassurait et c'est l'objectif pour l'année prochaine, c'est m'améliorer dans les descentes. Ensuite, on va passer à la partie qui fâche, c'est-à-dire la montée vers Val Thorens, puisque Val Thorens n'est pas un col en fait, c'est une montée, hein, puisque c'est un cul-de-sac. Hein, donc c'est pas un col. Bah non, c'était super, mais alors... C'était super, enfin c'est très 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 long. Moi, la première partie, ça a été à peu près, sauf que il y a eu beaucoup d'arrêts, enfin nous on a vu beaucoup de personnes sur le bas-côté. Très très chaud. Parce qu'il faisait très très chaud et donc c'était très important dans cette partie-là de bien gérer sa course et de bien gérer son hydratation. Après, c'est vrai que ASO aurait dû peut-être prévoir un ravitaillement supplémentaire durant cette montée. Parce que comme on vous l'expliquait il y a 2 minutes, une montée c'est très long. Et même si le ravitaillement est à 7 km, des fois 7 km vous allez vraiment mettre 50 minutes à le faire. Et en 50 minutes, vous pouvez terminer tous vos bidons d'eau et être à sec et être en galère. Et clairement quand on est déshydraté, qu'on est en hypo, bah, les 7 km sont très longs. Oui. Et on a vu un paquet de personnes malheureusement PLS, en souffrir, tout blanc, ouais. Et ça, après, est-ce la faute d'ASO? C'est une mauvaise gestion Après, honnêtement, s'il y a des gens qui ont passé, si nous on a réussi à passer, c'est aussi qu'il faut apprendre à se gérer dans des situations où il fait très chaud, dans des situations de montagne. Et ça, c'est l'expérience qu'il apprend, parce que personnellement, moi quand je me suis tapé un marathon du Mont Blanc en pleine canicule, petit CR par ici, je vous assure que maintenant, dès qu'il fait chaud, je me gère et j'anticipe vachement. Donc je pense que c'est un peu des deux. Un ravito à la moitié, donc à 17 km. Il aurait dû en avoir un. Deux, ça aurait été bien à 10 et 20. Ouais, c'est ça, ça aurait été mieux. Après, globalement, tu aurais voulu les mettre où, hein, parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Oui, après, c'est ça en fait. Il y a des contraintes aussi. Techniques, donc, heureusement qu'il y avait des habitants qui sont sortis avec leurs tuyaux. Et heureusement qu'il y avait beaucoup de fontaines de montagne. Et à un moment donné, parce qu'en fait, dans le col, puisque c'est pas quand même, faut pas abuser, c'est pas 33 km de montée, il y a quand même vachement de replat. Il y a au moins, même 5 km de replat. Non, il y a au moins 2 voire 3 qui sont en descente, la descente vraiment. Et donc, après quelques plats, mais en gros il y a 30 km de montée sur 33. Dans une descente, on s'est arrêté et on a bu, on s'est rafraîchi, et heureusement parce que ça nous a permis de bien redémarrer pour aller jusqu'au ravitaillement. Dernier ravitaillement qui était à 3 km des Ménuires, qui était à 15. Et donc là, moi je me suis bien ravitaillée, il faisait bien chaud, on a bien tout rempli les bidons, on est reparti assez vite parce que de nouveau, moi j'avais peur de la barrière horaire, mais au final on était assez large par rapport à la barrière horaire. Mais c'est important en fait de prendre conscience des barrières horaires pour ne pas traîner et rester dans le délai. Et on s'est attaqué à la dernière montée. Donc ouais, les 10 derniers à partir des Ménuires qui sont... C'est peut-être la portion la plus dure. En tout cas, à partir des... Ouais, les 10 derniers, il n'y a plus de redescente, il n'y a plus de faux plats, c'est que de la montée. Surtout, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de fontaine. Là, c'est la dernière montée, la dernière de la dernière. Et en plus, vous la voyez l'arrivée. Enfin, vous voyez l'arrivée. On voit Val Thorens. Vous voyez Val Thorens, quoi. Dans les lacets, vous les voyez. En fait, moi, je pense que j'ai très mal géré les 10 derniers kilomètres, que ça soit en ravitaillement et en eau. Tout simplement parce que, d'une part, j'avais peur de manquer d'eau. Donc, je buvais pas beaucoup. Et d'autre part, je me suis pas du tout ravitaillée. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas mangé pendant quasiment 1h30. Parce que, faut vraiment, encore une fois, garder en tête que... Ouais, ok, il reste 10 km. 10 km, ça paraît rien. Quand on roule sur du plat, ça paraît rien. Mais là, 10 km à 5, 6, 7, 8, voire 9%, avec 120 km dans les jambes, quasiment 4000 de D+. C'est long. C'est très très long, surtout avec la chaleur. Pour nous, c'était plus d'1 heure. Ouais, bien 1h30 même. Si tu te ravitailles pas, si tu prends pas un dernier coup de boost, ça peut être très très long et la fringale est vite arrivée. Et moi c'était le cas, voilà. Donc en plus, heureusement que j'ai bu un peu d'orangina en fait à un moment donné, dans un éclair de lucidité. Parce que j'avais l'orangina dans une de mes gourdes. Je lui ai proposé. Et il m'a proposé un nombre incalculable d'abricots. Il m'a proposé. En fait, je sais pas pourquoi, mais en fait moi j'évite de remplir mes bidons avant les montées. Enfin, j'évite de partir trop lourde dans les montées. Je préfère les remplir en pro, quoi. Ouais, vas-y là, je m'économise 1 kilo. Non, je déconne. Mais en fait, dans ma tête, je me suis fait moi-même avoir, et c'est une grosse erreur de ma part, je me suis fait aussi avoir par le fait que c'est bon, c'est la dernière montée, c'est fini, ça sert à rien de se ravitailler maintenant en fait. Donc, d'ailleurs, petit aparté, tous les ravitaillements étaient génialissimes. Moi, je me suis régalée. Les bénévoles étaient adorables. Des fois, ils nous préparaient des sandwichs, chocolat, pain.
bateau il dénoyautait les abricots. Ouais, le dernier, parce que je pense qu'ils voyaient qu'on était à bout de force, on n'arrivait plus à dénoyauter. Enfin, ils étaient vraiment génialissimes. Les bénévoles étaient adorables, même un bénévole, je lui disais que j'avais peur en descente et il me donnait des conseils, donc c'était trop mignon. Et on a jeté aucun papier, et d'ailleurs on a vu aucun papier, que je pense que tout le monde a bien respecté cette consigne et c'est vraiment super, puisque à vélo quand même, surtout qu'à vélo on peut facilement garder ses emballages. Mais pour revenir à la dernière montée de Val Thorens, c'était un enfer, et j'ai fait vivre un enfer à Mathieu. Non mais en fait, tu commençais à être à bout et... En fait je commençais à être à bout et j'ai dit à Mathieu, je sais pas si je vais y arriver. On n'était pas loin du petit craquage. Après moi personnellement j'aborde les cols de manière assez extrême, c'est-à-dire que je ne veux pas poser pied à terre pendant tout le col, hors ravitaillement, mais quand on est à l'entraînement je ne pose pas le pied pendant tout le col. Pour moi en fait, poser le pied à terre pendant un col c'est un échec. Pour moi c'est un échec. J'envisage la performance en montagne, c'est tu montes sur ton vélo, tu vas en haut et tu ne poses pas le pied à terre. Donc moi je savais qu'avec cet état d'esprit elle y arriverait. De toute façon. Oui, mais en fait, parce que je pouvais pas mentalement poser le pied à terre, parce que je sais que même si je posais le pied à terre 3 km avant l'arrivée, pour moi, toute l'épreuve serait un échec. Même si j'avais fini, je suis un peu stricte avec moi-même, mais pour moi, c'est ça, c'est comme ça. Chacun son niveau, chacun son approche. Mais pour moi, poser pied à terre durant un col, bah voilà, ça me convient pas dans mon approche. Donc j'ai préféré des fois être très lente vers la fin que de faire une pause pour récupérer. Et je pense que honnêtement, si j'avais fait une pause pour récupérer, pour boire, pour reprendre des ravitaux, je suis sûre qu'on serait allé plus vite. Ça coupe, ça coupe dans l'élan, ouais. Donc finalement, on est arrivé en haut de Val Thorens et honnêtement, mais à la fin, donc quand j'ai vu la flamme rouge, donc la flamme rouge c'est le dernier kilomètre, donc, mais j'ai cru que j'allais les insulter là tous. Parce que franchement, les enculés, le dernier kilomètre c'est à 10%, c'est une espèce de route dans un état pourri et ça pique. Le dernier virage, il y a même j'ai regardé sur Strava, il y a un passage à 14%, sur quelques mètres, hein, quand t'es au bout de ta vie, là c'était tout en force. Mais d'ailleurs on le voit sur le vélo, hein, on est vraiment bloqué, on est à l'arrêt. C'était trop drôle ça d'ailleurs. D'ailleurs les filles et les mecs, c'est important, sachez que quand vous faites du vélo de montagne, il faut adapter votre cassette, donc vos plateaux, vos vitesses. Moi j'ai une cassette, toi t'as une cassette je sais plus ce que j'avais, 1132, c'est un peu 1132 ça passe bien. Après pour les 1134, on va dire que c'est les cassettes les plus adaptées on va dire à la montagne, la haute montagne. Donc ça, en fait, plus vous allez être dans le 32, 34, plus vous allez pouvoir mouliner. C'est le nombre de crans dedans sur votre cassette. Plus vous allez pouvoir monter facilement et pas en étant en force. Parce que moi, par exemple, quand dans nos entraînements, on a fait la Forclaz et moi j'étais en 11-28 sur mon vélo de triathlon. Moi j'étais en force sur quasi tous les derniers kilomètres. Et donc être en force, c'est-à-dire en danseuse et bloqué. Donc c'est-à-dire il faut vraiment faire un très gros développement pour pouvoir très lent, et ça fait vraiment monter vite le cardio, surtout quand on manque d'oxygène. Donc si vous faites du vélo de montagne, pensez à amener votre vélo en magasin, pouvoir faire changer votre cassette, parce que normalement les vélos sont en 11-28 de base. 11-32 on va dire de base. Bon, ça dépend le modèle de vélo quoi. Mais pensez-y, parce que vous pouvez pas vous présenter en montagne avec un vélo de tri, enfin vous allez vraiment galérer quoi. Ouais, c'est vraiment, là pour le coup c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues. Littéralement. Littéralement. Tous ceux qui ramenaient un vélo un peu trop typé vitesse, tri, un peu aéro, avec des roues assez hautes et une cassette 11-28, franchement c'est plus dur quoi. Suicidaire. À moins d'avoir vraiment le niveau et de savoir emmener ça, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Là le meilleur équipement qu'il aurait fallu avoir, c'était un vélo typé montagne, 1132, voire 1134 et des roues alu pour pouvoir bien freiner en descente avec des freins alu ou des freins à disque, c'est quand même plus agréable. Après moi j'avais des roues carbone mais qui étaient très légères avec des freins carbone, donc ça freine beaucoup moins, mais au moins c'est léger on va dire. Ça c'est un peu le détail matériel, mais je reviendrai sur ça dans la foire aux questions toute seule sans mon Mathieu. Donc on passe à la ligne d'arrivée à reculons et on a une jolie médaille. Alors moi je veux juste faire un gros big up, regardez. Elle est trop belle, noire. Trop belle, ouais.
Franchement, elle est magnifique. Hein. Ouais. C'est rare, non. Donc moi, big up au bénévole qui m'a réceptionné après la ligne d'arrivée parce que je n'arrivais même pas à déclipser. Donc le mec, il m'a vraiment réceptionné, genre il m'a accompagné jusqu'à temps que j'arrive à déclipser et à sortir de mon vélo, à ramper jusqu'à la médaille, puis à ramper jusqu'au ravitaillement de fin qui était, alors là, on peut le dire... La grosse déception. Grosse déception. Alors, est-ce qu'on est arrivé... Comme on est arrivé plutôt vers la fin, mais il y avait encore 2 heures. Hein. Oui, il y avait encore du monde qui arrivait. Il y avait encore 2 heures de délai. Ouais, hein. Déception, il y avait quoi? Il y avait en gros, il y avait un peu de pain. Il y avait des bouteilles de Vittel, sachant qu'on avait quand même du Coca et du Perrier. Enfin, on avait vraiment le choix de l'eau, enfin des boissons sur tout le parcours. Et là, bah, c'était pourri. On avait de la bière. Un tout petit peu de avec un gobelet. Pour la défense d'ASO, en gros, il y a un ravito de fin qui est vraiment sur la zone d'arrivée. Et après, et c'était le cas aussi sur les autres étapes du tour, notamment l'année dernière que j'avais fait, ouais. Il y a un autre endroit un petit peu plus loin où qu'ils appellent ça pasta party, où là il y a un vrai ravito où on arrive voilà, avec un petit plateau. Mais qui est ouvert à tous, hein, c'est ouvert à tous, c'est juste que voilà, c'était là pour le coup ça paraissait, en fait ça paraissait super loin. Ouais, c'était super loin parce que honnêtement l'arrivée a été, enfin c'était un peu mal géré hein, parce qu'on arrivait en fait au pied des pistes, donc sur des chemins, donc il fallait marcher avec notre vélo sur des chemins avec nos chaussures de vélo puisque nous on n'a pas fait de consigne puisqu'on redescendait en fait à vélo. Enfin c'était un peu la cata à l'arrivée. Enfin j'ai pas kiffé moi l'arrivée à part la médaille. Heureusement que j'ai fait une petite sieste. Pour comparer. Moi oui, j'avais préféré l'arrivée l'année dernière et même il y a 2 ans en haut de l'Isoire. Par contre moi je tiens quand même à remercier tous les gens qui sont venus nous encourager, qui ont crié mon prénom parce que j'étais au bout de ma vie et les derniers 500 mètres je n'en pouvais plus. D'ailleurs je me suis mise à chialer dès que je suis descendue de vélo parce que je n'en pouvais plus et d'ailleurs je me disais dans ma tête mais plus jamais je mets mon cul sur un vélo, je ne fais plus de montagne. Bon ça a duré 5 minutes hein, parce qu'une fois que j'avais la médaille, que j'avais bu, que j'avais fait ma petite sieste. Ah oui, la petite sieste. Faut savoir que j'ai laissé Anne, je l'ai posée à un endroit pour aller chercher la bière et un peu plus de ravito. Je suis retourné la voie, elle était comme ça. Je dormais. Franchement, en mode, ça m'a fait du bien, mais franchement ça m'a fait un bien fou de faire cette micro-sieste, j'en pouvais plus. En plus je lui disais mais jamais je redescends au Ménuire à vélo, hein. Je ne mets plus mon cul sur un vélo, tu viens me chercher. Hein. 10 km de descente avant de remonter un petit peu pour aller à... Oui ça remontait hein, de 3 km quand même hein, dans la station. Hein. C'était pas une petite montée parce que j'ai mis 1 heure à pied. Et finalement avec un peu de pastèque, un peu de Vittel, ça a été, j'ai retrouvé mes esprits et je suis remontée sur le vélo. On est redescendu à vélo. On a croisé les derniers qui arrivaient puisqu'on a quand même mis 1 heure ou 1 heure et demie à repartir de Val Thorens. Ouais, facile. On a croisé la voiture balai. On a croisé la voiture balai et beaucoup de monde qui montait quand même malgré le hors délai. Donc moi je me suis renseignée un peu sur ASO sur les chiffres. Donc il y avait 7% de femmes. Donc c'est plus que les précédentes éditions. Mais c'est quand même très très peu et ça s'est ressenti. Honnêtement. Moi je crois que j'ai dû croiser une douzaine de femmes, bon peut-être un peu plus, mais globalement t'avais vraiment une femme pour 20 participants, hein. Enfin autour de moi, on n'en avait pas beaucoup et honnêtement ça se ressentait. Après ce que je trouvais super cool c'était dès qu'on croisait des femmes, on s'encourageait entre nous, enfin c'était vraiment adorable. Big up d'ailleurs à toutes les femmes qui ont participé à cette édition, c'était très très courageux parce qu'on n'était pas nombreuses. Après en termes de finishers et de personnes qui ont pris le départ, il faut savoir qu'il y avait un peu plus de 12 000 personnes qui ont finalement pris le départ et un peu plus de 10 000 personnes qui sont arrivées dans les délais. Donc c'est un peu moins que les éditions précédentes, mais la différence n'est pas énorme non plus. Donc on a entendu beaucoup de choses sur le fait qu'il y avait plus de 6 000 abandons, 8 000 hors délai, enfin c'est un peu n'importe quoi. Cette épreuve était difficile, il fallait s'entraîner en montagne, il fallait faire vraiment aller rouler en montagne, aller se faire des cols, pouvoir la terminer. Et moi si j'ai un conseil à donner, quand on s'inscrit sur cette étape du tour, ce n'est pas une étape du tour que je recommande à faire quand on vient de débuter le vélo parce qu'elle demande des entraînements, je pense pas sur plusieurs années, mais il faut en fait acquérir de l'expérience en fait à vélo. Des cols. Enfin, c'est comme si, pour moi c'est vraiment c'est du suicide hein, de partir sur une étape du tour quelle qu'elle soit hein, parce que
il y aura toujours au moins 4000 de D+, de partir sans avoir fait au moins un vrai col dans sa vie. Et dans les mois précédents, c'est comme si vous dites j'ai déjà fait un marathon et je me lance sur le marathon du Mont Blanc ou l'OCC sans faire de dénivelé de façon un peu importante, quoi. Donc, honnêtement, vous allez souffrir. Vous ne pouviez pas vous présenter à cette épreuve en n'ayant fait aucun col de montagne, et vous ne pouviez pas vous présenter non plus à cette épreuve en n'ayant fait aucune sortie vélo très très longue, donc de plus de 5 heures, avec une gestion d'effort assez importante. C'est impossible de se présenter à cette épreuve en disant c'est pas impossible, mais si on peut y aller, hein, mais on ne finira pas. On risque de pas finir et on va surtout passer un mauvais moment. Très mauvais moment, et c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, parce que ça attaque direct en fait. Et il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui se sont fait rattraper très tôt par la voiture balai. Il faut savoir qu'ASO, puisque il y a eu quand même assez sur internet et sur Insta, il y a eu un début de bad buzz, soi-disant que les délais étaient impossibles. Donc moi je me suis quand même renseignée. Nous, il faut savoir qu'on a passé 9h30 sur le vélo. Quand on est arrivé, il y avait encore 2 heures de délai pour les personnes passées derrière nous. Donc c'est quand même assez large, 2 heures. Et surtout, on est parti parmi les derniers sas. Moi je suis partie à 8h30, il y avait encore que 2 ou 3 sas derrière nous, donc c'est pas non plus énorme. Les délais sont fixés sur le dernier partant et ils sont vus très large. Pourquoi il y a des délais sur ces courses? C'est d'une part pour respecter la sécurité. Honnêtement, on va pas bloquer les routes. On peut pas bloquer les routes 24 heures. Et malheureusement, c'est l'injustice de ces courses, c'est effectivement qu'il y a des délais et que pas tout le monde va pouvoir finir. Mais aussi, c'est une course, ça reste une compétition. Comme vous passez votre bac, vous allez réviser, l'épreuve va durer 4 heures. Vous n'allez pas vous présenter au bac en disant moi je veux 6 heures d'épreuve et en n'ayant pas révisé. Là, c'est pareil. Il faut se préparer pour respecter les délais, et il faut aussi, comme sur marathon, il y a aussi des délais en marathon, et il faut aussi accepter qu'on puisse être hors délai parce qu'on n'a pas passé, parce qu'on s'est pas entraîné assez, ou malheureusement il y a une gestion de course qui a été compliquée. C'est la vie, c'est injuste, mais c'est pas la faute d'ASO. Il y a des délais, c'est pas forcément si c'est les, c'est les règles du jeu. Malheureusement c'est les règles du jeu, et quand on s'inscrit et quand on prend son dossard, on sait que ça va être comme ça, et il faut s'entraîner pour respecter ces délais là. Et moi personnellement, sur toutes mes courses, je suis toujours stressée par les délais. En trail, à chaque fois, même si je suis super large, je demande toujours quel est le délai à un bénévole, quelle est la barrière horaire ici, parce que c'est comme ça. Et honnêtement, la sécurité en montagne, c'est aussi important pour les vélos. En montagne, le soleil se couche beaucoup plus tôt, donc vous vous retrouvez dans la nuitée beaucoup plus rapidement. Moi je me souviens quand on a commencé à descendre de Val Thorens, il était quelle heure? Je sais pas, il était 18-19. Le soleil commençait déjà à passer derrière les montagnes, donc c'est à dire qu'elle allait commencer à faire sombre, qu'elle allait commencer à faire froid, puisqu'en montagne, même s'il fait 33 degrés dans la montée, quand vous descendez, il fait souvent très froid. Quand vous arrivez en col, oui, en ressenti c'est très froid. Autant sur le deuxième col on n'a pas mis des vestes, autant sur le premier, alors qu'on était dans un épisode de canicule, moi j'ai mis la veste parce que j'avais froid. Donc voilà, franchement ça me fait mal au cœur quand forcément il y a des personnes qui finissent hors délai, qui se font rattraper par la voiture balai. Mais il faut se dire que il faudra revenir l'année prochaine en étant plus entraîné, en prenant conscience de cette gestion d'horaire compliquée. Et surtout moi j'ai vraiment quelque chose à vous conseiller, c'est ne vous lancez pas sur cette épreuve, parce que franchement ça va vraiment vous faire ça va vous faire du mal, et ça va vous faire peut-être perdre un peu de passion pour le vélo, parce que vous êtes mal préparé pour affronter cette épreuve. Et honnêtement c'est dommage, parce que c'était magnifique si on s'était entraîné. Vous lancez-vous, mais ayez ça en tête. Et après on a en général on a au moins 8-9 mois pour s'entraîner. Oui, puisque les dossards c'est en clairement octobre. Voilà, quand on habite en plaine ou j'en sais rien à Paris, ou dans des grandes villes où il n'y a pas de dénivelé, il faut faire la démarche. Et même quand vous êtes dans un coin avec un peu de dénivelé, très franchement, pour préparer une étape du Tour, pour moi, faut quasiment forcément passer par soit les Alpes, soit les Pyrénées, au moins soit le Mont Ventoux, en tout cas de la haute montagne à un moment donné, quoi. Parce qu'il faut prendre conscience de ce que c'est d'escalader un col, de ce que c'est cette perte d'oxygène, de ce que c'est de descendre un col. C'est quand même assez unique et assez compliqué. Moi personnellement, je suis contente d'avoir acquis de l'expérience, de pas finalement m'être lancée quand toi tu les faisais en... même tu peux le dire, toi, il a quand même souffert dans ta première... dans en 2017, en 2017,
J'avais pas fait trop de haute montagne, ça c'est clair. Bah, c'était dur. Ça s'est mieux passé en 2018. Oui. Voilà, mais moi je suis contente d'avoir acquis autant d'expérience au fil des années et d'avoir préparé cette étape du Tour comme ça et d'avoir pu la finir dans les délais, mais je suis contente d'avoir eu l'expérience que j'ai eue avant de la présenter. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est génial si vous faites du vélo, que vous êtes passionné pour faire du vélo, mais vraiment préparez-la bien, préparez bien votre matériel, apprenez à bien vous gérer sur des épreuves longues. Notre temps officiel c'était quand même 9h31, bon, on n'a pas passé 9h31 le cul sur la selle, c'était 8h30 de 8h40 je crois sur la selle. Ouais, sur nos chronos, ouais. C'était 8h40, 8h30 sur... Il y a un différentiel d'à peu près 45 minutes, ouais, entre tous les ravitaux, tout ça. Finalement, ouais, on perd un paquet de temps. Mais ouais, 9h31, on fait quoi vers les 7400 sur 10 200 finishers, un truc comme ça. Ouais, donc cool. On est plutôt content. Avec aussi une grosse différence entre le classement général. Il faut savoir qu'il y a un classement aussi de la montagne, donc comme type maillot à poids. C'est un peu comme le Tour de France, où en gros, il y a juste les segments des cols, des montées qui sont pris. Je crois que là-dessus, on a 1000 places en moins, quoi. Donc vraiment pour dire que surtout... la descente, ouais, non, mais c'est pas trop le fort. Et surtout le deuxième col, enfin la dernière montée, la deuxième montée, je suis super contente de mon classement puisque j'arrive 5 millième, donc je suis super fière de moi. Voilà, donc bon, après les descentes, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et c'est ça qui est génial, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Le dernier conseil, c'est préparer vraiment cette épreuve. Si vous commencez le vélo cette année, soyez patient, je pense, attendez encore 1 an ou 2. Faites-vous des cols de montagne, allez dans les Alpes, allez dans les Pyrénées, je peux vous assurer que vous allez vite changer d'avis sur le fait de participer ou non à une étape du Tour. J'espère que ce compte rendu avec mon chéri vous a plu. Pensez à me laisser un petit like ou à vous abonner à mon compte Instagram ou à son compte Instagram puisque il est drôle, il est charmant, il est génial. Mouah. Je te remercie en tout cas d'être... Fidèle lieutenant. Ouais, c'est mon fidèle lieutenant dans cette montée. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mathieu n'a pas de chaîne YouTube, donc pensez à vous abonner encore à ma chaîne YouTube. Et on vous dit à très vite. Et à l'année prochaine sur l'étape du Tour. Ouais, pour moi c'est sûr. Bye bye. Ciao.